à cette session de la Grande Palabre que nous avions annoncée le 31 mars dernier sur le thème la problématique des élections au Cameroun. Pourquoi nous avons choisi ce thème? C'est justement parce que nous nous sommes rendus compte que la plupart des partis politiques, que ce soit de l'opposition ou des alliés au gouvernement, au pouvoir en place, ont fait de la question électorale, surtout la question de la recherche du consensus, la clé de voûte de leur principale préoccupation. Et nous nous sommes dit, après avoir constaté par exemple que une conférence de presse pour la présentation d'un code électoral modifié et consensuel avait été interdite, nous nous sommes dit, nous devons saisir cette occasion pour poser cette problématique et donner la parole au groupe qui a travaillé sur le code électoral, afin également que ce groupe partage avec nous le résultat de leur recherche et de leur réflexion. Comme toujours, nous avons annoncé la conférence, nous avons annoncé la Grande Palabre 2 ou 3 semaines avant. Et curieusement, je me disais l'autre jour qu'avec les femmes c'était plus difficile, mais je me rends compte que c'est plus avec les élections aujourd'hui que ça devient plus difficile. Bon, j'espère que d'ici là, les uns et les autres viendront. Parce que, comme je disais tout à l'heure à l'honorable Koupi tout à l'heure, je ne m'empêcherai pas de marquer un peu mon étonnement, de voir comment est-ce que, après l'engouement autour de la question du code électoral, les membres sympathisants du groupe auquel il appartient ne se mobilisent pas aussi massivement pour que le pouvoir essaye de comprendre qu'en réalité les Camerounais tiennent à cœur cette question électorale. Et qu'à l'issue des différentes élections, peut-être une redondance par la victoire écrasante, pour ne pas dire trop écrasante, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors, échec, comment comprendre l'échec de l'opposition et qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir? Dans une situation où tant de colères sont constatées, mais finalement il est impossible qu'elles servent à produire une transformation du paysage politique, mais pas seulement. Donc, plutôt que de faire de la sociologie électorale, je me suis posé avec vous, je vais me poser avec vous la question de savoir si nous sommes, au fond, plus en face d'une impasse que d'un certain nombre d'opportunités. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je n'ai que 10 minutes, donc il va falloir que j'aille en courant. À ceux qui, justement, proposent un changement, mais elle est aussi posée aux acteurs qui sont présents en permanence au pouvoir, puisqu'à chaque fois, on leur demande à eux aussi de modifier un certain nombre de paradigmes pour améliorer, s'il faut considérer cela ainsi, les performances du système gouvernant. Préoccupation qui traverse tout ce qui relève du champ de la construction nationale, puisque si on veut bâtir un État, un pays, il faut forcément trouver aussi la façon non seulement d'agréger les différences, mais aussi de proposer un contrat social, un vivre ensemble, quelque chose qui sera donc une modification des équilibres précédents ou des certitudes passées pour aller vers un avenir, donc l'agrégation des contestations semble être le mode opératoire le plus évident qui devrait alimenter les formations politiques qui challengent
le pouvoir en place, la formation qui détient le pouvoir, pour justement opérer un rassemblement des foules et obtenir un nouvel ordre. Alors nous, dans tout ça, où sommes-nous? Comment sommes-nous? Quelles sont finalement nos conceptions du changement? Ou l'ordre établi qui, quelque part, procéderait à une définition d'une conception que nous avons du changement, mais alors cette conception peut-elle être opérante en période électorale? Faire société quand nous savons à ce point comment nos communautés sont non seulement peut-être fières de leurs identités, il faudra encore en discuter, mais aussi, quelque part, des sommes de réseaux presque rhizomiques, on dirait, des racines qui s'étendent avec des logiques, des intérêts multiples, qu'il est donc difficile à un moment d'agréger pour obtenir au plan politique le résultat escompté. En définitive, même si elles produisent du politique, elles conduisent à l'idée que dans un rapport de force, il serait peut-être possible d'inverser les paradigmes, il n'en demeure pas moins que souvent nous ne savons pas en saisir la pleine complexité et du coup nous échouons dans la définition d'un programme commun, d'un projet commun qui servirait à contrebalancer le projet, s'il existe, du pouvoir en place. Parfois même une violence entre ministres au sein d'un gouvernement. On a des sommes d'affaires qui se succèdent aux affaires, qui se succèdent aux scandales, qui se succèdent aux scandales, qui se succèdent aux affaires. On n'est pas dans un long cheminement, parfois houleux, mais qui se définirait par cette dialectique qui irait vers un progrès. On est dans des sommes d'exclusion, dans des déclarations aussi qui sont chaque fois la marque d'une limite du pouvoir, et peut-être contre cela, il faut savoir se redéfinir, surtout si on veut justement changer la donne, accéder au pouvoir et changer la donne. C'est un paradoxe dans un moment de désacralisation de ce qu'est le pouvoir. Il n'existe plus, il devient ridicule, il n'est plus crédible. Nous sommes sans cesse en train de soupçonner qu'il se passe quelque chose sans avoir réellement les éléments de fonctionnement des institutions qui nous permettent de vérifier que le pays est gouverné, les choses se font, pas comme on le souhaite peut-être, mais elles existent. Donc, ce qui veut dire à ce moment-là que se définir comme opposition et aller aux élections pour proposer de nouvelles solutions est particulièrement incertain dans un moment, dans un état, dans une somme de situations où déjà lui-même, ce qui est pays, peine à devenir un pays aux yeux des acteurs et des objets politiques. Permettez, qui est de considérer que désormais les idéologies se sont effondrées, mais définitivement. Donc ce qui pourrait servir à structurer un champ politique en disant il y a ceux de gauche et ceux de droite, je prends des qualifications occidentales que quelques-uns connaissent, ont peut-être pratiquées, quand on dirait qu'il y a des démocrates et des républicains, comme dans certains pays qui se disent parfois nos amis, quand il y a donc cette binarité, mais pas seulement, on peut repérer les projets, donc les intentions, et éventuellement savoir si ces propositions nous satisfont, parce qu'on sait, sur la somme des questions qu'une formation politique va traiter, à quel point elle s'oppose et elle se distingue, et donc elle consacre un avenir bien différent des autres acteurs dans le champ politique.
vous l'avez compris, l'a rejeté en disant les partis d'opposition sont incapables d'être des partis d'opposition. Je ne dis pas que la majorité est formidable dans sa malice et ses manœuvres et la capacité qu'elle a d'esquiver les réalités et de se préoccuper de la conservation de son pouvoir. Mais je dois quand même, au-delà de cela, bien dire que s'il ne s'agit pas d'une faute, il faut quand même le relever comme une responsabilité. L'absence de vrais corps intermédiaires, de transmetteurs entre les groupes sociaux et les acteurs politiques. Grosso modo, résumons, disons vite, le fait qu'il n'y ait pas ou plus de société civile chez nous empêche justement la constitution d'un jeu dans lequel les candidats à l'élection font de la politique, des organisations à différents niveaux collectent la demande sociale et la posent comme doléance à ceux qui vont convertir ses besoins, ses envies en projets et en programmes, et donc offrent une possibilité de construire un avenir par le bas, par les bénéficiaires et non pas avec toujours cette vérité qui viendrait d'en haut. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que chacun, majorité ou opposition, procède dans la même manière d'énumérer les problèmes et d'y répondre, par demi-journée même parfois. Et finalement, on finit par regarder tout cela avec une sorte d'indifférence, en se disant ce qui était pire ce matin peut être dépassé ce soir par autre chose encore plus grave. Donc attendons de voir seulement. Il y aura bien un moment où l'arbitre va siffler la fin du match et on verra qui a gagné. On ne sait pas, on ne sait plus se préoccuper de savoir si finalement de toutes ces colères, il n'y a pas là une seule des colères qui serait suffisante pour aider, pour accompagner, pour pousser les acteurs politiques à faire de la politique. On a aussi, au-delà de cet aspect éphémère ou de ces difficultés à coaliser les colères, le fait que tous, nous tous, avons une peur ou une méfiance, une défiance vis-à-vis de la complexité. Vous avez tous remarqué comme moi que lorsque l'on débat de ce qui ne va pas, la formule qui est toujours utilisée, c'est le problème du Cameroun, le problème au singulier. Il n'y a pas un problème, il y a des problèmes. Il faut donc être en mesure de les accepter comme délicats, difficiles, peut-être dont l'origine remonte à très loin, peut-être dont les causes ne sont pas simplement c'est la faute d'Aïdjo, c'est à cause de Biya, c'est le mauvais jeu de la France ou de la communauté internationale. Voilà ceci. Parce que dans cette simplification, on n'aide pas les lecteurs à se faire une raison. On ne lui donne pas quelque chose de pertinent, on ne lui montre pas un intérêt pour son statut qui peut être en décalage, en dérogation de ses affirmations, et donc on limite aussi le périmètre de son action, et à ce moment-là, on finit par s'avouer et à déclarer aux autres que, comme tous, nous avons les mêmes regards, les mêmes constats, et finalement, peut-être les mêmes solutions. À ce moment-là, à quoi bon changer de coach? Je ne sais que je n'ai pas forcément voulu répondre, nécessairement c'est mon souci, exactement à la préoccupation de Jean Bosco Talla, mais je voulais que l'on comprenne de mon point de vue que tout n'est pas seulement affaire de technologie électorale. Tout ne se réduit pas à un appareillage que l'on estimerait parfait, parce que produit par une somme de gens qui ont l'expertise pour le faire, et qu'il faut redonner peut-être
à chacun, y compris dans les catégories les plus ordinaires de la société, la possibilité de procéder, tout le monde peut le faire à sa manière, à la fabrique d'un espace politique, ce qui suppose réimaginer finalement un idéal de pacte social. La question du futur ne se joue pas seulement le dimanche des élections, elle se construit bien avant dans l'élaboration d'un récit national et elle regarde bien loin devant, pas forcément l'horizon 2035, mais dans les futurs où les acteurs politiques doivent se préoccuper d'emmener tous les Camerounais. Je ne sais pas si les colères sont éphémères et on n'arrive pas encore à créer un rapport de force permettant de faire bouger les lignes. Je vais me tourner vers Ivan Isika. Iseki, c'est ça? Au Cameroun. Il s'agit de répondre à cette question, non pas d'une manière assez tranchée, mais d'avoir une posture plus ou moins ambivalente. Vu que le système électoral comme processus permettant un corps électoral de désigner des représentants est une politique publique électorale, c'est-à-dire un ensemble d'institutions permettant de réguler et de redistribuer des positions. Cela signifie que le système électoral est susceptible d'articuler la politique partisane et également l'action publique, notamment une action publique électorale. Cela signifie que ceux qui construisent ces politiques électorales liées au système électoral sont les acteurs qui, premièrement, organisent ce qu'ils convoitent, mais également le public qui est récepteur de cette politique, savoir les électeurs. Et dans un contexte camerounais, on pourrait aborder cette question sans tenir compte du pouvoir perpétuel que Mathias Eric Ounan Guinée a abordé sous l'angle du pouvoir long. Mais je voudrais du moins avoir une approche, je dirais, complémentaire de ce pouvoir perpétuel en tenant compte de ce que j'ai appelé une opposition perpétuelle, c'est-à-dire une opposition sur le temps long. Cela reviendrait à présenter le système électoral comme une coproduction, une production dépendant d'abord des acteurs qui voudraient se maintenir longtemps au pouvoir, mais également une production des acteurs se retrouvant au niveau de l'opposition et qui escomptent durer dans cette position-là. Dès lors, comment appréhender le système électoral en lien avec l'alternance au Cameroun? Ce système peut être abordé comme un ensemble de ressources à activer contre l'alternance politique, dont les effets sont liés en partie aux stratégies politiques de suivi des forces d'opposition. En des termes simples, si l'alternance, le système électoral tel qu'il est structuré, favorise une reproduction de l'ordre gouvernant, il confère aussi un certain nombre de ressources aux acteurs d'opposition afin qu'ils puissent se perpétuer. C'est pour cela que dans une première partie, nous allons d'abord aborder les assises empiriques de ce système électoral camerounais hostile à l'alternance. Ici, il est question d'interroger les dimensions politiques du dit système dans les difficultés d'une alternance politique.
les modes de scrutin apparaissent d'abord comme des ressources en faveur de cette alternance difficultueuse. Pourquoi? Parce que la compétition électorale au Cameroun est une compétition qu'on pourrait qualifier de multiniveau, c'est-à-dire une compétition qui se joue à plusieurs échelles. Il y a des élections au niveau local, il y a des élections au niveau national. Et l'acteur qui est susceptible d'articuler ces différentes dimensions est celui qui sera capable de pouvoir renverser le jeu politique, vu que le contrôle d'un échelon de pouvoir donne des ressources pour contrôler l'autre. L'élection présidentielle, par exemple, mobilise un mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour. La spécificité de ce mode de scrutin, c'est qu'il conduit à un certain nombre d'effets. Les premiers effets sont mécaniques. Il renvoie au fait que le parti qui apparaît comme dominant est susceptible de remporter la majorité des voix. Et à côté de ces effets mécaniques, il y a également des effets psychologiques. Ici, au niveau des électeurs, les électeurs anticipent les résultats en exprimant des votes ou en exprimant des comportements électoraux, en anticipant la victoire d'un candidat ou d'une force politique. Tandis qu'au niveau des partis politiques, ces effets psychologiques prennent plus la forme d'une volonté de participer ou de s'éloigner du jeu électoral. Dès lors, les significations liées à la participation aux élections sont plurielles. Elles peuvent d'abord prendre la forme d'un accomplissement des carrières politiques des différents acteurs. Un acteur, par exemple, était un maire, il décide de se présenter, par exemple, à l'élection présidentielle. Et elles peuvent aussi prendre la forme d'un tremplin. Un acteur qui n'a pas, par exemple, été un élu, il peut profiter de l'élection présidentielle pour se construire une vitrine afin de pouvoir se projeter à un certain échelon de pouvoir qui importe ici. Ici, ces technologies électorales sont mobilisées par l'ordre gouvernant pour... Parce que l'agenda électoral permet de construire ce qu'on peut appeler un effet cadre, c'est-à-dire un ensemble structurel qui oriente à l'élection présidentielle, qui apparaît comme l'élection centrale. À partir de cette centralité de l'élection présidentielle, les jeux des principaux acteurs, qu'ils soient d'opposition et qu'ils soient du pouvoir, les orientent à adopter un certain nombre de comportements en vue de non seulement pouvoir conquérir des positions, mais également conserver les positions qu'ils détenaient d'abord. La détermination de l'âge électoral est également un site d'affrontement entre l'ordre gouvernant et les forces d'opposition. Ici, la bataille qui avait été engagée au début des années 90 autour du rabaissement de l'âge électoral à 18 ans laisse entrevoir un certain nombre d'enjeux. Ici, cette politique publique permet de sécuriser quelque part les comportements électoraux, vu que intégrer des électeurs âgés de 18 ans, c'est-à-dire des électeurs qui ne sont pas encore totalement intégrés dans la société, vu qu'ils ne bénéficient pas d'un certain nombre d'intégrations professionnelles, religieuses ou même matrimoniales. Ils se sont tous frappés par les différentes séquences de redécoupage et les plus ou moins urbaines. Les zones urbaines, notamment dans les zones rurales.
Il y a également, parti d'opposition construit des systèmes géopolitiques locaux pour exercer une forme de contrôle politique, soit par le vote, soit par l'abstention, sont ceux qui ont été fragilisés en termes de sièges. Par exemple, la région du Sud est celle qui a été plus ou moins empouvoirée par rapport à d'autres territoires qui ont une population plus élevée que cette région-là. Somme de toutes, les politiques électorales liées non seulement au mode de scrutin, aux stratégies incitatives à la participation électorale et également au découpage, participent à favoriser une difficulté à pouvoir mener une alternance. Cependant, il faudrait peut-être mener la réflexion sous un autre angle, en essayant de voir comment est-ce que les forces d'opposition qui s'inscrivent dans une logique de l'opposition perpétuelle mobilisent les ressources du système électoral afin de pouvoir se perpétuer et de survivre dans le système politique camerounais. Par exemple, un appel pour pouvoir nous présenter ou bien nous indiquer une personne qui a travaillé sur le sujet et qui peut également nous entretenir. Grosso modo, qu'est-ce que je peux dire? C'est que tout ce qu'on peut retenir véritablement, c'est qu'au niveau du pouvoir et du système en place, tout est mis en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'alternance politique. Que ce soit au niveau de l'agenda, au niveau de l'âge électoral, ou également à l'Assemblée ou pour les échanges de politique. On ne peut pas dire que les enveloppes circulent, mais il y a aussi échange d'enveloppes à ce niveau-là. Avant de passer la parole à Philippe Nanda, qui est un acteur de la société civile, je veux préciser également ce que nous avons conçu par rapport à cette parole. Je note la présence de l'honorable Cabral. Je note également la présence du président de l'MP, comment on appelle, progressiste, démocratique populaire. Là, on devait dire que j'étais peut-être mélanchoniste. Donc, je sais que j'avais conçu cela parce que l'intention de cette parole était de vouloir donner la parole à ceux qui ont travaillé sur le cours électoral. Et comme je l'ai dit avant votre arrivée, nous sommes un peu étonnés de voir le peu d'engouement que vos membres, militants et sympathisants, accordent à une session comme celle-ci, après avoir été interdit de présenter votre travail il n'y a pas longtemps à l'hôtel de Lyon. Nous avions pensé à un moment donné, qu'en vous donnant la parole, c'était l'occasion aussi, comme je le disais à madame l'honorable présidente de l'UDC, en vous donnant la parole, c'était que vous présentiez et vous montriez aussi à l'opinion publique nationale et internationale que vous avez fait de cette question électorale la clé de voûte de votre combat. Je ne sais pas si notre nombre peut, à un moment donné, convaincre les autres que vous êtes vraiment intéressés. Maintenant, nous allons discuter. C'est la raison pour laquelle, pour qu'on discute véritablement, les trois premiers panélistes devaient présenter leur contribution. On engage une discussion d'une trentaine de minutes. Et par la suite, maintenant, le porte-parole du G7 devait prendre la parole. Ce porte-parole pouvait être rejoint par les autres membres du groupe pour répondre aux questions d'assistance. Voilà un peu comment nous avons organisé. Et c'est la raison pour laquelle aussi, c'est pourquoi je prie Philippe Nanga de prendre la parole immédiatement pour
pour nous entretenir en 10 minutes sur le rôle que peut jouer la société civile pour un système électoral crédible et pour les élections acceptées par toutes les parties. Contribuer justement à obtenir un processus électoral crédible et puis des élections incontestées. Je me suis fait le devoir d'aller tirer dans les lignes directrices sur les associations et les réunions en Afrique, de l'Union africaine, parce que c'est le guideline aujourd'hui dans lequel nous puisons pour répondre désormais à la question c'est quoi la société civile. On nous a souvent posé cette question et nous entendons souvent dire c'est une nébuleuse, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, tout le monde se présente comme tel. Mais maintenant, les lignes directrices de Niamey, qui est un instrument d'autorité, ce qu'on appelle les documents de définition d'autorité de l'Union africaine, définissent la société civile comme un ensemble composé d'associations formelles et informelles, indépendantes de l'État, à travers lesquelles les citoyens peuvent poursuivre des buts communs et participer à la vie politique, sociale et culturelle de leur société et être impliqués dans toutes les affaires concernant la politique générale et les affaires publiques. Alors, je crois que quand on regarde bien cette définition-là, on peut comprendre aujourd'hui le positionnement que nous autres acteurs de la société civile, nous avons à suivre de près la vie politique et surtout les politiques publiques. Voilà. Donc, cette définition permet aussi aux uns aux autres de comprendre et de ne plus stigmatiser les organisations qui sont fortement impliquées sur les questions politiques, parce que les organisations comme Monde Avenir, ça il faut le dire, sont stigmatisées, souvent mal présentées, taxées d'être des organisations politiques, parce que nous suivons de près les questions de démocratie et des droits de l'homme. Et d'ailleurs, je peux vous dire, parce qu'il y a des députés ici, peut-être qu'ils peuvent agir là-dessus, nous avons notre agrément aujourd'hui d'ONG qui est suspendu au MINAT, et de façon informelle, il nous a été dit au MINAT que nous devons expliquer notre trop grande proximité avec les partis politiques. Bon, voyez. Alors, il y a aussi la vision 2035 que j'aime bien évoquer, qui présente la société civile comme un acteur de veille, n'est-ce pas, sur les questions des droits de l'homme. Je crois que beaucoup de gens ne lisent pas ça. Donc pour dire que même l'État du Cameroun, quand même, dans plusieurs documents, on peut aussi citer la stratégie nationale 2030, qui présente la société civile comme un acteur clé dans la prévention, n'est-ce pas, des conflits et la construction d'une société citoyenne. Alors, maintenant, on remarque, n'est-ce pas, après cette définition-là, que le profil accordé à la société civile fait de cet acteur-là un acteur clé, n'est-ce pas, dans les processus démocratiques, notamment dans les processus électoraux. Parce qu'en réalité, l'élection est un processus à travers lequel le citoyen donne mandat à une personne ou un groupe de personnes pour agir en son nom sur une période donnée. Et la qualité de ce processus-là va faire que le citoyen tire un double bénéfice. Ce que j'ai appelé un double bénéfice. Le premier bénéfice, c'est que le citoyen va avoir l'élu qu'il mérite. Parce que quand le citoyen va à l'élection, c'est parce qu'il a une vision d'un élu et donc il souhaite avoir l'élu qu'il mérite, l'élu qui va satisfaire à ses aspirations. Le deuxième bénéfice, c'est que le citoyen va limiter, n'est-ce pas, les violences électorales qui affectent le tissu social. Les citoyens n'aspirent pas à voir, n'est-ce pas, son environnement se dégrader du fait d'un processus électoral. Donc, le citoyen a un double bénéfice à avoir une élection crédible, non contestée,
Le premier bénéfice étant, n'est-ce pas, l'élu qu'il mérite, qui va satisfaire à ses besoins, et aussi la limitation des violences post-électorales, comme nous en connaissons très souvent. Alors, quel est le rôle que peut jouer la société civile pour avoir, n'est-ce pas, des élections non contestées et un processus crédible? La société civile doit jouer le rôle d'un arbitre. J'ai pris l'image d'un arbitre parce que l'arbitre de football en temps normal, n'est-ce pas, veille à ce que le vainqueur soit le méritant. Et veille à ce que le résultat soit moins contesté, sinon non contesté. Un arbitre normal, je dis ça comme ça parce que voilà, dans notre environnement, il y en a qui viennent, il semble qu'ils ont déjà le résultat avant, mais un arbitre normal, et il va veiller à ce que le vainqueur soit celui qui mérite, et surtout il va veiller à ce que ce résultat-là ne soit pas contesté. Et donc la société civile doit jouer le rôle de l'arbitre. Alors comment il doit jouer ce rôle de l'arbitre? J'ai identifié 3 aspects sur lesquels la société civile, n'est-ce pas, devrait travailler pour agir et atteindre ce résultat. Le premier aspect, c'est l'observation. La société civile doit observer l'environnement institutionnel et juridique. Observer les lois, les règles qui existent, observer les institutions qui sont en charge, qui ont la charge de conduire le processus électoral. La société civile doit également observer les écarts qui existent entre ce qui est prévu et ce qui est fait. La société civile doit également identifier à cette phase-là les actions possibles, nécessaires pour veiller à la réalisation du double bénéfice que j'ai évoqué préalablement. Cette phase de l'observation correspond dans le cycle électoral à la phase post-électorale. Il me plaît aussi de dire que l'élection obéit à un cycle subdivisé en 3 phases. Et la phase post-électorale, c'est la phase à travers laquelle les actions de refonte, d'organisation, n'est-ce pas, des institutions et des lois doivent se faire. C'est à cette phase-là, justement, qu'on observe, qu'on tire les leçons de l'élection qui est passée et qu'on commence à préparer, n'est-ce pas, la prochaine élection. Et c'est pour ça que nous aimons bien interpeller les acteurs directs du champ politique, qui sont les partis politiques et leurs leaders, qu'après une élection, on ne va pas en vacances. Après une élection, on fait l'évaluation de ce qui s'est passé et on commence immédiatement à travailler, n'est-ce pas, à la réforme du processus électoral. Il n'y a pas une autre période pour faire ça. Alors, le deuxième aspect sur lequel je pense que ça doit travailler, c'est l'éducation et la formation. C'est le volet qui vise à amener les parties prenantes au processus électoral à bien comprendre et à prendre conscience des enjeux autour des processus électoraux et surtout pour le citoyen. Cette phase a pour but de susciter l'intérêt de sa participation. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend l'enjeu autour de l'élection. Jusqu'ici, nous sommes obligés, on voit encore la société civile qui se mobilise pour accompagner, pour sensibiliser les gens à aller s'inscrire. Nous voyons les partis politiques qui prennent la place de l'organe de gestion électorale pour organiser des inscriptions. Voilà. On a même des associations qui payent des gens, donc qui regroupent des gens, les amènent n'est-ce pas, au lieu d'inscription et tout ça. En réalité, si les gens hésitent à aller s'inscrire, l'une des raisons pour nous, c'est qu'ils ne comprennent pas très bien l'enjeu derrière autour des élections. C'est à cette phase-là que la société civile va donc amener les acteurs à se mobiliser, d'une manière ou d'une autre, évidemment, à travers les actions déployées, autre
n'est-ce pas, pour préparer, n'est-ce pas, les actions qu'on a identifiées dans la phase d'éducation-information. Il faut les activités électorales qui sont déjà déclenchées. Et c'est à ce moment-là que les enjeux sur la participation se jouent aussi. Parce que soit on a des citoyens qui estiment qu'il ne faut pas aller du tout à l'élection et donc ils vont engager des actions pour que ça ne se passe pas, parce qu'ils estiment qu'il faut qu'il y ait une refonte ou une réforme, n'est-ce pas, du système électoral. Ou alors on a tout ce qu'il faut, on va dire il faut qu'on y aille en masse, je veux dire, en grand nombre pour, n'est-ce pas, faire jouer notre nombre, n'est-ce pas, et influencer, n'est-ce pas, le processus électoral. Là, il y a des choses qu'on regarde, il y a des choses qu'on voit, donc il faut faire attention. Et c'est là aussi que tous ces jours, en réalité, depuis quelque temps, je rappelle aux responsables des partis politiques que la fraude électorale n'est pas très influente le jour du scrutin, contrairement à ce qu'on pense. La fraude électorale, elle s'est faite longtemps avant le jour du scrutin. Donc c'est à cette phase-là qu'il faut être suffisamment mobilisé. Et nous avons beaucoup d'évidences qui montrent bien la fraude électorale, n'est-ce pas, en période des élections, en période des inscriptions dans le fichier électoral. C'est pareil, j'ai l'habitude de dire, je ne sais pas si je me sentirais à l'aise si j'avais été acteur politique d'aller à une élection sans avoir la maîtrise du fichier électoral. C'est un peu comme si on décide de faire une élection dans cette salle et puis on va dire, voilà, on va couper les papiers là pour faire, comment on appelle ça, les bulletins, et on commence le vote. On n'a pas compté le nombre de personnes qui sont là. Et on va au résultat, on déclare les gens vainqueurs, on ne sait pas s'il y a quelqu'un qui a voté 3 fois, s'il y a quelqu'un qui a voté 10 fois, ainsi de suite. C'est pas possible. Le minimum, c'est pour garantir le résultat d'une élection, c'est de maîtriser le nombre de personnes qui, n'est-ce pas, rentrent dans le jeu électoral. Mais là, c'est super compliqué dans notre environnement. Donc, c'est pour ça, cette phase-là, pour nous, nous allons souvent sur le terrain, à la fois pour sensibiliser les citoyens, éduquer les citoyens à comprendre l'enjeu autour de l'élection, mais aussi pour surveiller la fraude qui a déjà commencé, n'est-ce pas, à ce moment-là. Alors, puisqu'on m'a donné seulement 10 minutes, je vais aller à la conclusion pour dire que la société civile doit jouer, n'est-ce pas, un rôle important pour des élections crédibles. Parce que c'est son rôle de veiller, c'est son rôle d'alerter. Et cette veille doit se faire de manière active tout au long du cycle électoral. Une veille qui doit, pour être efficace, doit absolument, n'est-ce pas, obéir à l'approche synergique. La société civile doit se mettre en interconnexion. D'abord, entre elles, les acteurs de la société civile doivent se mettre en interconnexion entre elles. Aucune organisation seule ne peut aller sur le terrain et dire nous on a suffisamment de moyens pour suivre le processus. Pour qu'il y ait vraiment de l'effet, il faut qu'il y ait une action synergique. D'abord OSC, donc Organisation de la société civile, Organisation de la société civile, OSC citoyens. Les citoyens doivent être mis en connexion avec la société civile qui comprend les enjeux, qui connaît les instruments internationaux qui régulent le processus électoral, pour que finalement ce ne soit pas seulement la société civile qui surveille, mais ce soit chaque citoyen qui soit apte à faire le travail de surveillance électorale. La société civile doit aussi se mettre en interconnexion avec l'acteur direct, n'est-ce pas, de l'élection qui est les partis politiques. La société civile ne peut pas travailler sur des questions électorales sans impliquer les partis politiques. Ça n'est pas possible. Moi, je ne vois pas comment c'est faisable. L'interconnexion avec les acteurs politiques est nécessaire. Et les acteurs politiques, évidemment, sans être partisans. Parce que nous, quand nous faisons des formations, bien nous organisons des séminaires ou des ateliers sur la question électorale, nous invitons toutes les formations politiques. Parce qu'il est important que tout le monde s'implique. Si on veut travailler sur la prévention des conflits, il faut que tout le monde soit au courant
que la fraude existe, comment elle s'est faite et comment on peut la prévenir, ses effets, ses méfaits. Parce que quand il y a des conflits après une élection, ça touche tout le monde, y compris ceux qui ont gagné. Alors, le dialogue politique permanent entre les acteurs du jeu politique et les organisations de société civile participe à la transparence des élections et par ailleurs à la stabilité du champ social. Le rôle de la société civile s'avère donc un rôle central, un rôle déterminant pour des élections justes et équitables, mais surtout pour la cohésion sociale. Je vous remercie. L'éducation et la formation. Ensuite, il faut un suivi et l'accompagnement. Tout cela, d'après vous, ça devait être fait en synergie avec tous les OSC et avec également tous les acteurs, tous les acteurs politiques en compétition ou non. Voilà un peu ce que je peux retenir de ce que vous avez dit après votre intervention. J'ouvre maintenant une discussion pour ces trois interventions et Madame la porte-parole du groupe G7 est aussi considérée maintenant comme une participante, non plus comme une panéliste. Ça veut dire qu'elle peut aussi poser des questions après avoir écouté les trois premières interventions. Dire que je partage entièrement l'un des points de vue développés par le premier panéliste, Stéphane Akoa, notamment lorsqu'il parle de l'effondrement des idéologies. Je voudrais situer ma compréhension de cet effondrement des idéologies sur le plan de la mondialisation ultra-libérale que nous vivons aujourd'hui. Parce que cette mondialisation a des effets sur l'ensemble de la planète et sur les systèmes même nationaux. Cette mondialisation, effectivement, parce qu'elle est marchande, a eu pour ambition de départ, et on peut dire que cette ambition est réalisée aujourd'hui, de matérialiser littéralement la planète, c'est-à-dire de tuer tout ce qui pouvait être autre chose que matériel. Et on est arrivé donc à ce que Bertrand Badier appelle la mort du politique. Le politique est mort. Aujourd'hui, on a presque plus au pouvoir véritablement des politiques au sens noble du terme, mais des boutiquiers. Les États sont devenus des espèces de boutiques et les hommes politiques, ils font de la comptabilité. On a vu dernièrement avec l'élection française où il est apparu qu'en réalité, le débat présidentiel n'était pas très différent d'un débat comptable, où on sortait des chiffres secteur par secteur, il n'y avait aucune projection, aucune vision de l'avenir. Et donc, dans le contexte de cet effondrement des idéologies et de la mort du politique, on peut bien comprendre la réaction du citoyen. Lorsque vous lui parlez d'élection d'hommes politiques, il ne voit pas très bien dans sa tête à quoi ça sert. Parce que ces gens-là, ils ne font plus vraiment de la politique. Ils gèrent le quotidien et les gros intérêts capitalistes qui les manipulent dans l'ombre finissent toujours par avoir raison. On constate que quand vous élisez un président de gauche comme François Mitterrand, il fait une politique de droite. Et quand vous élisez un président de droite, on ne sait même plus quelle politique il fait en réalité. Et donc c'est dans ce contexte-là de décrédibilisation, de désacralisation du politique, que l'outil qui est l'élection perd véritablement son sens. Et donc, lorsqu'on parle d'affiner cet outil, de le rendre performant, c'est un enjeu intermédiaire, ce n'est plus un enjeu central, c'est un enjeu périphérique. C'est-à-dire les gens se disent, si cet outil-là va permettre au bout de mettre au pouvoir quelqu'un qui va faire la politique du capital, du grand capital, à quoi ça va réellement servir. Dans notre pays, c'est beaucoup plus complexe que ça, j'en conviens. Et c'est là où je voudrais toucher la question de la société civile, qui aussi s'est retrouvée complètement, à mon sens,
détruite par la mondialisation ultralibérale. Parce que quand on remonte même au concept de la société civile en partant de l'Empire romain, la société civile, c'était elle qui détenait la politique. Au sens où c'était cette société civile qui était organisée pour détenir le pouvoir. Quand on voit dans la Grèce, c'était l'ensemble de la population qui avait la politique. Et c'était la population qui avait des droits citoyens et qui exerçait directement le pouvoir. Aujourd'hui, la société civile, c'est quoi? C'est un ensemble, un agrégat d'organisations qui, de par même le système de leur financement, dépend entièrement aussi du capital. C'est-à-dire qu'en réalité, la société civile, aujourd'hui, ne fonctionne que lorsque le capital lui donne les moyens de fonctionner. Et du coup, l'agenda de cette société civile est très souvent aussi l'agenda du capital. Et donc, on est dans une sorte de cercle vicieux qui nous impose, à mon avis, l'impératif de repolitiser nos sociétés. Et les repolitiser, à mon sens, c'est redévelopper des idéologies chrétiennes. S'il n'y a pas d'idéologie et qu'on demande aux gens d'aller mourir simplement pour le bout de pain, ça ne marchera pas longtemps. On ne pourra pas réussir à amalgamer, parce qu'en réalité, ce qui permet de fédérer, ce ne sont pas les intérêts individuels matériels, ce sont des idées. Et c'est pour ça que dans le monde musulman, on voit que les frères musulmans arrivent à rallier une portion considérable des populations dans les États, parce qu'ils ont des idéologies qui fédèrent, qui sont un parapluie au-dessus des intérêts divergents, divers des uns et des autres. Donc voilà, je voulais exprimer cette inquiétude-là et dire qu'à mon sens, nos politiques qui sont là doivent réfléchir sérieusement à cette dérive boutiquière qui s'est emparée de la politique et qu'ils réfléchissent sérieusement à repolitiser la société en commençant par l'école, parce que généralement... Si on se rend compte qu'en réalité, dans les fonctions idéologiques à la fonction d'orientation, les uns et les autres agissent en fonction d'une idéologie. Même si cela peut être critiqué ou bien critiquable. Et en écoutant le docteur Yvan ici, il a parlé de l'opposition, ou bien des oppositions. On dirait une forme d'entité homogène où les uns et les autres ont une façon identique, où les uns et les autres ont des comportements assez standardisés. Parce qu'au Cameroun, vous allez classer le palais dans quelle catégorie? Opposition, proche au pouvoir, ainsi de suite. Vous allez classer le PCL à quel niveau? Vous allez dire qu'ils sont des opposants, mais vous diront qu'ils sont des proposants. Et en vous écoutant également, vous avez parlé de l'opposition perpétuelle. On était habitué au gouvernement perpétuel. Mais vous nous parlez de l'opposition perpétuelle. Je veux bien comprendre ce que vous appelez l'opposition perpétuelle. Et je vais finir par là en soulignant une préoccupation qui me semble assez pertinente. Oui, on parle de la problématique des élections au Cameroun. Mais la question fondamentale qu'on doit se poser, c'est quels sont les déterminants pouvant rendre compte du choix électoral au Cameroun. Autrement dit, pourquoi on vote au Cameroun? Parce qu'ailleurs on dit on vote parce qu'il y a un programme, parce qu'on a en face quelqu'un qui nous propose quelque chose. Or, dans notre environnement, est-ce qu'on peut de façon factuelle dire que le vote au Cameroun repose sur le programme? Vous allez entendre quelqu'un dire j'ai voté la situation du Cameroun, mais il y a une chose quand on est au Cameroun, on pose la question à tout le monde veut le changement. C'est-à-dire que c'est une question simple, tout le monde dit nous voulons le changement. Mais quand on essaie de voir le processus, et à travers la situation que nous traversons au Cameroun, et la situation économique, la situation de sécurité,
la situation de santé et tout cela, est-ce que le Camerounais lambda se sent à l'aise pour participer à une élection? Je pense qu'à ce niveau déjà, il y a un problème. Lorsque la conscience n'est pas tranquille. Et quand on essaie de suivre le processus, on essaie de voir le Cameroun, les Camerounais, à travers les 10 régions du Cameroun, on essaie de voir les différentes mentalités. Par exemple, dans les régions du Nord, qui sont les régions chaudes, le tempérament des hommes qui y habitent est différent du tempérament des gens du Sud, de l'Ouest, etc. Et c'est tout cela ne joue pas négativement dans le processus de formation politique. Scrutateur de tous les partis politiques, avec tous les bulletins et tous les isoloirs, etc., c'est rêver d'un monde parfait qui n'existe pas. Et s'il était si parfait qu'il existerait, je serais particulièrement inquiet. D'où l'idée, effectivement, sur les tempéraments, que je trouve, j'essaie de l'énoncer à un moment donné, c'est aux partis politiques de savoir gérer la complexité de nos sociologies et d'avoir des discours qui permettent d'être audibles, quels que soient les territoires de la République où se trouve le candidat. Et vous verrez bien, et si vous avez observé des élections ailleurs, vous verrez des candidats s'habiller en costume cravate le matin parce qu'ils vont dans tel village ou tel quartier et adopter un boubou ou une tenue différente le soir parce qu'ils vont dans tel autre quartier. Donc ça, le candidat doit savoir le faire et ça ne doit pas le lui être reproché parce qu'il a le devoir d'être audible par toutes les catégories à condition de savoir les identifier et de ne pas non plus caricaturer et de jouer à la marionnette ou au pantin, ce qui sera repérable par les électeurs et qui ne lui vaudra pas forcément les voix, les soutiens qu'il escomptait. Troisièmement, ce que j'ai essayé de dire, j'aurais dû commencer par là, c'est que nous n'avons pas une bonne lecture de on aime bien ce mot-là, réalité, mais de ce que nous sommes réellement. Et je voulais dire que la difficulté du politique, c'est justement de se retrouver face à un système qui n'est pas lisible, même par les plus grands experts. Les ministres du gouvernement s'opposent plus entre eux que l'opposition n'est capable de s'opposer au gouvernement. Donc à ce moment-là, comment proposer autre chose que déjà les contradictions que l'on constate? Quand on se dit que les problèmes de fourniture d'eau et d'électricité pourraient être un sujet sur lequel les candidats à une élection se rassemblent, tout de suite on nous dira, et des gens diront, oui mais au nord, à l'est, à l'ouest, ce n'est pas le même problème. Donc le problème de manque d'eau pour tout le monde devient des problèmes spécifiques et il y a des agrégations, des colères, au lieu de pouvoir les rendre fédératrices et adosser un programme ou un projet là-dessus. Programme ou projet d'ailleurs qui n'existe pas ailleurs, parce qu'on vote très souvent ailleurs aussi, sans lire le programme, ni même la profession de foi, mais en se contentant du sourire du candidat ou de la candidate, voire de la couleur de sa cravate. Et je terminerai pour clarifier aussi effectivement ce point-là, qui est s'agissant du récit et de la façon dont on parle de nous les Camerounais parlons du Cameroun. J'en suis venu à la préoccupation de savoir si nous voulons vraiment changer. On se plaint, on énumère, comme je l'ai fait tout à l'heure, tous les motifs de colère possibles, mais avons-nous le souci de faire basculer tout cela vers autre chose qui signifierait peut-être ne plus retrouver les positions que nous occupons aujourd'hui et d'en accepter d'autres à définir et à valoriser. Et l'idée de changement n'est pas simplement dans le mot « il faut que ça change ». Elle est aussi dans la capacité d'imaginer un futur où tout serait différent. Si vous me donnez 2 secondes de plus, enfin je vais en prendre 20, on a été capable de proposer une stratégie pour 2035 sans nous dire d'abord comment sera 2035 pour le Cameroun.
Combien serons-nous? Combien de droitiers, de gauchers? Combien d'hommes, de femmes? Combien de ceci ou combien de cela? Le monde de 2035 ou de la projection vers 2035, ce n'est pas l'amélioration en 20 ans de ce que nous n'avons pas été capable de faire en 50 ans. C'est d'arriver dans un monde où peut-être en 2035, il n'y aura plus d'automobiles, où le carburant, le pétrole ne sera plus nécessaire, ou peut-être le blé pour le pain ne sera plus non plus indispensable. Le Cameroun fait ce que les Américains auraient voulu qu'ils fassent. Hein. Je ne suis pas sûr. Mais la plupart de nos grands projets sont quand même financés par l'Union européenne, les Chinois et tout le reste. Voilà. Ça n'empêche pas que nos gouvernants choisissent quand même de faire ce qu'ils veulent faire avec cet argent. Ou ils ne font rien du tout. Donc, il ne faut pas la marquer comme incapable d'agir objectivement parce qu'elle reçoit des fonds de quelqu'un. Non. Voilà. Donc, nous travaillons effectivement pour que notre État, notre pays, soit aussi en capacité de financer la société civile comme ailleurs. Parce que les organisations de la société civile, que ce soit les organisations de défense des droits de l'homme, de démocratie ou de protection de l'environnement, des enfants et tout, en France ou en Allemagne, sont financées par l'État par leur État. Parce que ce sont des acteurs clés qui concourent, n'est-ce pas, à la vie sociale et donc méritent, n'est-ce pas, de recevoir des subventions pour fonctionner. Ailleurs, les communes financent les organisations de la société civile et c'est normal. Voilà. Donc, ce n'est pas le fait de recevoir l'argent public ou d'une organisation internationale qui vous empêche de travailler. En tout cas, en ce qui nous concerne, nos actions sont visibles sur le terrain, n'ont rien à voir avec l'agenda d'un pays quelconque. Voilà, travaillons sur les sujets qui concernent notre pays et qui concernent les Camerounais. Donc ce n'est pas un débat intéressant. De toutes les façons, il faut regarder ce que chaque organisation fait et pouvoir analyser sur cet angle-là. Je n'ai jamais dit qu'il fallait se concentrer à surveiller le vote. Au contraire, j'ai dit que la surveillance commençait longtemps avant le jour du vote. La surveillance du vote, à la limite, c'est pour la télévision. C'est vrai qu'il y a un pourcentage, peut-être 10 ou 15% de la fraude qui se déroule aussi le jour du vote, mais la plus grande fraude, elle est dans la loi d'abord. C'est pour ça qu'on commence par surveiller l'environnement juridique et institutionnel, parce que la fraude commence dans la loi. Après, maintenant, elle est dans les activités électorales. C'est là-bas qu'il faut surveiller. Aller attendre le jour du vote pour surveiller, c'est bien, il me semble, trop tard. D'ailleurs, nous ne souhaitons jamais, nous n'encourageons jamais, n'est-ce pas, les acteurs à attendre, n'est-ce pas, le jour du vote pour faire la surveillance. Est-ce que la surveillance peut faire changer les choses? Oui, ça peut faire changer les choses. Parce que l'année où la vie politique a failli basculer au Cameroun, c'est 92, c'était la surveillance. C'était pas autre chose. Moi, je suis à Douala, mais je peux vous dire comment, ce que j'ai vu. À l'époque, Monde Avenir ne faisait pas encore la surveillance électorale, mais j'étais tout jeune, mais j'ai vu comment ce qu'on avait appelé l'Union pour le changement s'était organisé pour surveiller les activités électorales. C'était compliqué de faire la fraude. Donc, la surveillance peut faire basculer les choses. Ça, c'est clair, mais il faut que ce soit structuré, n'est-ce pas, bien organisé. Ça peut, n'est-ce pas, et puis ce n'est pas seulement le jour, parce que la mobilisation, ce n'est pas le jour du vote, je le répète encore. Si on commence à se mobiliser maintenant pour réclamer, revendiquer, ne pas attendre la veille des élections pour commencer à faire des activités pour la réforme du système électoral. Là, les enjeux sont grands, tout le monde est préparé, ça devient trop compliqué. Mais quand l'élection est finie et qu'on commence tout de suite à poser le problème du système électoral, et là, il y a la possibilité d'agir et d'obtenir des changements. Ça, c'est possible. Donc, la surveillance, dans une action de mobilisation collective, peut effectivement avoir des effets en termes de changement de situation. Non. L'opposition, en fait, n'est pas ce qu'on pourrait considérer une essence. L'opposition est une relation. On s'oppose à. On n'est pas opposant parce qu'on est intrinsèquement opposant. Et j'ai eu à mentionner cela dans le texte
dans la communication en parlant d'un camp des oppositions où les différentes candidatures des opposants à l'élection présidentielle amenaient à faire circuler un certain nombre de hiérarchies au sein du camp des oppositions. J'ai par exemple évoqué le cas de l'opposition parlementaire, de l'opposition extra-parlementaire. L'opposition dépend aussi des échelles. Le RDPC, par exemple, dans une commune dominée par l'UDC, est en situation d'opposition au niveau local. Mais au niveau national, ce n'est pas le cas. C'est pour cela que la formulation du thème autour de l'alternance politique m'a quelque peu amené à me poser un certain nombre de questions pour plusieurs aspects. Le premier aspect tient au fait qu'on pourrait se retrouver face à des alternances locales. Par exemple, le RDPC succède à l'UNDP dans une commune ou au PCN et autres. Voilà une alternance locale par exemple. Et l'alternance politique dont il est question, est-ce que c'est une alternance des politiques publiques ou est-ce que c'est une alternance électorale? Parce qu'une alternance électorale ne conduit pas toujours à une alternance des politiques publiques. Le responsable de l'ONG a bien fait d'inciter, de l'ONG du secondaire a bien insisté sur la question de la déstérisation des politiques publiques. Donc, cette orientation des politiques publiques vers la droite, que ce soit un courant de droite ou de gauche se trouvant au pouvoir. Donc, la question de l'opposition est avant tout à penser en termes de relations et dans un champ. L'opposition perpétuelle, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une opposition pour présenter une domination du RDPC sur l'appareil administratif. Je proposerais plutôt de parler d'État-parti. Pourquoi État-parti? Parce que la majorité des partis politiques recrutent leur personnel au sein des catégories plus ou moins liées à la fonction publique. L'élection présidentielle de 2018 a permis, par exemple, d'observer que près de 80% des candidats avaient des positions plus ou moins liées à la fonction publique. Ce qui fait en sorte que les différents clivages ou l'absence d'idéologie qui a été évoquée tout à l'heure apparaît plus comme une forme de lutte de faction des acteurs au sein de la fonction publique. Donc c'est un peu ce que je pouvais dire. Dit qu'il faut repolitiser la société camerounaise et à l'Union démocratique du Cameroun, la question d'idéologie s'est posée dès la création parce que je comprends d'ailleurs, de par la qualité des panélistes et même des participants, tout à l'heure, quand M. Roger Foucault est intervenu, il y a M. Puntunini Aruna qui a un peu dit ce que nous pensions, à savoir de quelles idéologies il est question. Dans le fond, n'est-ce pas les idéologies qu'on peut appeler occidentales? Parce que quand on parle de gauche, on parle de droite, on sait comment est-ce que ces idéologies ont commencé et des fois on est au centre, on se situe au centre parce qu'on est à cheval. Peu après, il est apparu les écolos qui ont plutôt un penchant environnemental. Mais je dois dire ici, parce que c'est mon devoir de le dire, que le manifeste de la nouvelle éthique a été le creuset des fondements idéologiques et sociologiques de l'Union démocratique du Cameroun. Vous pouvez le parcourir. Et il a toujours été question pour notre mentor, le docteur Adamou Damjoya, parce qu'il faut toujours revenir. Quand vous citez ces idéologies, ils ont toujours quelque part des pères fondateurs qui ont eu des idées sur lesquelles se sont greffés des partisans ou ceux qui les ont développés. Donc je disais que les fonds de valeur ont toujours préoccupé le docteur Adamou Damjoya. Et il disait toujours que aujourd'hui en Afrique, il faut un nouveau contrat social entre les valeurs
africaines et les valeurs républicaines. Et c'est pour ça que à l'Union démocratique du Cameroun, nous avons toujours recherché les sources des valeurs. Nous avons hérité des fonds de valeurs qui ne reposaient pas sur nos racines, des constitutions. On sait comment ont été rédigées nos constitutions, lesquelles nous avons adoptées, mais après il fallait faire un travail. C'est nous les Camerounais, en tout cas pour ce qui concerne le Cameroun, qui devons, parce que le travail reste entier, c'est nous qui devons revenir maintenant pour trouver les fonds de valeurs qui sont adaptés à nos façons d'être. Nous sommes au Cameroun, nous avons plusieurs origines ethniques déjà. Nous nous revendiquons africains. Aujourd'hui, avec l'anglais et le français, qui sont des héritages qui font partie de nous-mêmes, nous sommes différents des Camerounais qui étions avant les Anglais et les Français, qui ont occupé une bonne partie et nous ont transmis leurs valeurs. Et même avant les Français et les Camerounais, il y avait déjà un peu les Allemands. Donc, c'est tout cela qui fait le Cameroun. Nous devons faire un travail de réécrire nos constitutions, de voir en fonction des sources de valeurs que sont nos lois. Personne aujourd'hui ne saurait revenir sur les déclarations universelles, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, c'est un fondement. Et nous devons savoir que la Constitution du Cameroun est assez précise et elle nous invite, parce qu'on commence par dire que nous devons construire notre unité nationale. Donc, où est-ce qu'on en est par rapport à cette construction de notre unité? La différence au Cameroun, nos diversités, c'est les premières ressources du Cameroun, en plus de la liberté. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que quand on recherche les sources de valeur, en dehors de ces fondamentaux de la Constitution, le respect des droits, il y a nos coutumes, nos traditions, nos valeurs africaines. Et c'est clair dans la Constitution que la Constitution du Cameroun reconnaît les valeurs positives. C'est dire que c'est à nous de faire le tri. Tout à l'heure, j'ai entendu un participant, en l'occurrence M. Tapon, qui se demandait si on pouvait être démocrate dans une société traditionnaliste. Ça, c'est des questions que nous, on doit trancher au Cameroun. On est une république, on est un congrégat de chefferie traditionnelle, parce que les règles des chefferies traditionnelles n'obéissent pas aux mêmes règles que celles de la République. Mais c'est à nous de dire exactement ce que nous voulons. C'est le peuple camerounais, nous, peuple camerounais, c'est comme ça que la Constitution commence. Il faut que nous puissions vraiment travailler, parce que le docteur Adamou Damjé disait toujours que en fait, c'est comme si on a apporté une greffe. Toutes ces idéologies de la Constitution et tout, c'est des fonds de valeurs dans lesquels nous ne pouvons pas nous reconnaître, qu'on a greffé sur un sol, et les racines ne sont pas profondes. Donc, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas concrètement se développer. Et ailleurs, ils peuvent se permettre aujourd'hui d'abandonner les idéologies, parce que les services essentiels de base, à savoir le respect des droits de l'homme, la sécurité, la qualité de vie, le basique, la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, les routes, la souveraineté alimentaire, elle est assurée dans ces sociétés-là. Mais de grâce, comment est-ce que nous, ici au Cameroun, allons-nous nous comparer, allons-nous parler d'idéologie quand même on ne peut pas avoir une école digne, on ne peut pas
avoir des routes, on ne peut pas avoir l'eau et l'électricité dans nos maisons. C'est pour ça que je dis, on a du travail. Et les autres, les Occidentaux, on peut constater pendant les élections que ça devient vraiment du comptage, comme vous l'avez dit, parce que dans le fond, pour l'essentiel, ils sont tous unis. Et personne ne peut revenir sur cet essentiel là-bas. Ici, nous n'avons pas cet essentiel, donc nous avons tout à construire. Et on ne le fera que si on est en harmonie avec notre personnalité, si on assoit notre personnalité sur le fond des valeurs. Mais c'est quel fond de valeurs? On doit rentrer dans nos croyances religieuses, dans notre environnement. L'environnement au Cameroun, ce n'est pas le même environnement qu'aux Pays-Bas. Et tout ce que l'opposition demande actuellement, que ce soit le bulletin unique, le système à 2 tours, c'est prévu pour 2027. Je ne sais pas si vous avez vu ça. 2027, c'est-à-dire après les élections de 2025. Mais au moins c'est prévu. Ça veut donc dire qu'au fond, on va vous dire qu'il n'y a plus de débat, puisqu'on est tous d'accord. Mais comme on est dans la progressivité, on y arrivera tout de même. Mais laissons l'échéance de 2027. Revenons peut-être aux autres environnements. Je vais poser ma question en prenant cet exemple-là. On a vu la France, le deuxième tour. Est-ce que le système électoral, si on pose la même question là-bas, peut permettre l'alternance, oui ou non, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que lorsqu'on prend ces deux exemples-là et qu'on peut effectivement nous entendre au moins sur ce qui est fait lorsqu'on a un système électoral, mauvais, bon, j'en sais rien, c'est que très souvent on brode autour. Stéphane a parlé des violences, moi je parlerai des peurs. Parce que le langage qui a été utilisé au deuxième tour, c'était la peur. Il ne faut pas élire le père, il ne faut pas... C'est toujours la construction autour de la peur. Et donc moi, ce qui m'intéresse lorsque moi je vois les politiques, parce qu'on aurait pu bien faire le procès de tous les politiques qui sont ici, c'est comment est-ce qu'ils construisent leurs controverses. Et finalement, ces controverses-là, comment est-ce qu'ils arrivent à convaincre les citoyens de ce qu'il faut donc s'entendre avec tel et ne pas s'entendre avec tel autre. Moi, c'est surtout la curiosité que j'ai quand moi je vois le comportement des politiques. Je dis finalement, nous sommes dans un environnement, peu importe la nature du système électoral, ce qui est parfois intéressant, c'est de voir comment est-ce que les politiques s'organisent autour, soit du discours de la violence, du discours de la peur, ou même de la propagande, parce que finalement, on peut tout utiliser. Et on voit comment est-ce qu'ils arrivent à organiser un marché, les uns coalisant avec les autres, et les discours qui tiennent finalement pour convaincre les uns d'élire tel ou tel autre. Donc moi, je pense que quand on voit notre environnement, dans les années à venir, ce serait une belle curiosité de voir comment est-ce que le Parti progressiste, le PCRR, on a vu comment l'UNDP se mobilise, l'UDC, etc. Mais on va se rendre compte finalement qu'il y aura non seulement tout le discours, un objet à vendre, la peur, la violence, la propagande, peut-être même l'espoir pour avoir une vision particulière, mais nous sommes tous conscients de ce que ce mouvement politique de nos partis politiques seront plus importants que le système électoral. Quel qu'il soit, on sera à 2 tours, à 1 tour, à 3 tours, à 6 tours, on va se rendre compte que ce qui va faire l'élection, c'est ce marché politique-là et définitivement l'objet qu'ils vont vendre. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on nous vend? On nous vend la violence ou la peur. Ici ou ailleurs, hein, peu importe l'environnement. Et puis moi, je voudrais simplement dire que cette fois-là, je ne suis pas un homme politique et je ne peux pas leur faire le procès de leur image. C'est qu'au fond, on a un avenir qui est comme un avenir incertain, quelle que soit la politique publique, quel que soit le parti politique. Et parfois, les réponses que les citoyens attendent sont des réponses autour des questions sociales claires. Dans notre environnement, on a des questions autour des individus, on a tout. Donc moi, je voudrais poser la question ici à la société civile, parce que les politiques, on les connaît un peu. Ils se sont déclarés, ils ont fait un certain nombre de... Ils ont également adopté un certain nombre de postures. Mais la société civile, quand on la voit en ce qui nous concerne, on se rend compte qu'ailleurs, il y a plusieurs déploiements. On a au Sénégal avec le balai citoyen, on a au Burkina Faso, on a RDC. Maintenant, on a un acteur qui s'est déclaré, c'est l'armée. Bon, je ne sais pas si c'est la société civile, dans tous les cas, c'est l'armée. Donc finalement, est-ce que l'alternance se fera autour du système électoral? Peut-être. Mais il y a quand même de nouveaux phénomènes qui nous interpellent aussi, nous. C'est que finalement, le système électoral peut ne pas être dans les années à venir en ce qui concerne certains États, la focalisation, et les gens en sont très bien conscients.
les réflexions également se mobilisent autour de ces événements. Je ne sais pas si au niveau de la société civile, c'est un sujet d'intérêt. Pour les politiques, ils ont le système électoral, mais la société civile, les citoyens, tous ces événements qui nous interpellent. Je vous remercie. Alternatif, en impliquant les partis politiques. Nous avons la société civile en 2012, ouais, on s'est fait arrêter ici à Yaoundé parce que on a fait des activités de mobilisation pour revendiquer le code électoral. À l'époque, il n'y avait pas de code électoral. Nous sommes partis de plusieurs régions pour venir ici. On avait fait un mémorandum pour aller déposer à l'aide au Parlement. On s'est fait arrêter ici à Yaoundé parce qu'on nous a poursuivis à l'hôtel des députés où on allait mettre notre mémorandum aux députés. Donc il y a eu des actions comme ça qu'on a menées. Après, 3 mois après, on a quand même été reçu par le Premier ministre qui faisait des consultations et je crois que 3 mois après, il y a eu quand même le code électoral qui a été adopté. Je pense qu'il y a des actions qui se construisent, mais on a quand même en face un gouvernement qui réfléchit, et qui anticipe. Je vais dire ça comme ça. C'est pour ça que vous allez voir que ce soit les partis politiques, que ce soit la société civile, c'est très difficile de construire des actions de mobilisation collective. Parce que les infiltrations, c'est très vite fait. On identifie vite les acteurs clés, ils sont contrôlés, ils sont fragilisés. Vous voyez, des discours du genre, ils reçoivent l'argent des blancs pour casser tout. La démocratie, ce n'est pas une histoire ça ne nous concerne pas, les droits de l'homme. Oui, ils veulent nous amener l'homosexualité.